15h34, bon après-midi avec Radio J. Nous retrouvons Hélène Schumann. Elle reçoit cet après-midi Galit Touati pour la rubrique Yad Layeled. Eh oui, bonjour Galit, c'est notre chronique habituelle qu'on aime tant avec ce beau générique dont on se lasse pas, Galit. Vous allez bien ? Oui, bonjour, je vais bien. Alors des tas de choses, des tas d'événements toujours à Yad Layeled. Malgré le confinement, vous trouvez toujours 100 000 et une idées. Et bien sûr, on va commencer par cette conférence qui aura lieu le 3 mai. C'est les 25 ans de Yad Layeled. Et avant qu'on parle de cette conférence, tout de suite, on va parler bien sûr de la création de ce musée il y a 25 ans. Parlez-nous en Galit. Il y a 25 ans, je n'étais pas sur place. J'ai rejoint Vous n'étiez pas née même. C'est gentil. Un peu plus tard, il y a déjà 17 ans. Donc j'ai pu accompagner les actions de ce musée de la France, bien entendu. Yad Layeled a été créé donc il y a 25 ans en Israël sur le site de la Maison des combattants des ghettos. Je rappelle que ce kibbutz musée a été créé en 1949 dans le nord du pays, près de Akko, sur un site absolument magnifique avec un amphithéâtre antique, une arche en pleine Galilée. Et les fondateurs étaient des survivants de l'insurrection du ghetto de Varsovie, notamment, et le premier, le plus connu d'entre eux parmi ces fondateurs, c'est Antek Zuckerman, avec sa femme Tzivia Lubetkin et une équipe de pionniers de l'État d'Israël. Ils ont créé ce musée qui d'ailleurs a été le premier à organiser une cérémonie de commémoration de la Shoah. Et ils ont choisi la date de l'insurrection du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943. Et c'est d'ailleurs cette date qui a ensuite été choisie par l'État israélien pour commémorer chaque année la Shoah, car comme vous le savez, sur le plan international, c'est davantage la journée du 27 janvier qui est commémorée et qui correspond à la date de l'entrée des troupes soviétiques dans le camp d'Auschwitz, qu'on appelle un peu trop rapidement la libération des camps, mais en tout cas, c'était une première étape vers le recouvrement de la liberté, si on peut dire. Alors Galit, comment ces gens ont décidé de créer un musée pour enfants en fait ? Voilà, alors après la création du grand musée de la Shoah et de la résistance juive sur le site de la Maison des combattants des ghettos, les fondateurs et kibbutzniks et militants de ce pays se sont dit qu'il fallait transmettre ce qu'ils ont fait, témoigner de la vie dans les ghettos, témoigner de la survie, des tentatives de survie et aussi de l'extermination, puisque je rappelle que dans le grand musée, il y a notamment une maquette impressionnante du camp de Treblinka. Ils se sont dit, nous vieillissons, il va falloir transmettre et il faudrait transmettre à la plus jeune génération et trouver les outils nécessaires pour parler de la Shoah aux enfants à hauteur d'enfants. Et ça a été le grand projet de Yad Layeled. Et c'est cette idée-là qui a tout de suite séduit les amis français qui se sont très vite constitués en association et qui se sont dit « Banco, on va accompagner ce projet et l'association en France va être créée non seulement pour aider à la réalisation de ce grand projet, mais aussi promouvoir cette approche très spécifique dont on peut parler. » Donc Yad Layeled France est en fait, si je comprends bien, à la base de la création de ces musées ? Alors on peut dire ça et surtout c'est un apport mutuel puisqu'il y a eu évidemment, si on regarde les statuts, j'étais pas encore présente, mais il y a eu quasiment une simultanéité de la naissance des projets avec comme mission dès le départ de l'association française d'aider à la création et à la promotion de ce musée. Alors justement, Galit, quand on voit ce musée pour enfants, qui est un musée pour enfants, pour raconter la Shoah, ce qui n'est pas facile, comment on peut créer un musée comme ça et comment on peut dire l'impensable ? Et il est très bien fait. Donc vous avez appelé des psychologues. Comment ça s'est passé exactement ? Alors, je pense qu'il a fallu déjà l'expertise qui préexistait de ces fondateurs du musée qui avaient pensé la transmission de l'histoire. Il y a eu aussi toute une génération de ces personnes qui ont
compris dans les années 90, c'est-à-dire que le musée Yad Layeled, selon moi, il n'a pas vu le jour hors contexte, c'est-à-dire qu'on est à une période de l'histoire de la commémoration et de l'enseignement de l'histoire de la Shoah qui permet aussi d'aborder ça. Et d'ailleurs, on verra que quelques années après, en France, en 2001, eh bien, l'éducation nationale inscrit dans ses programmes scolaires d'aborder cette histoire avec les élèves. Donc il y a une sorte de simultanéité qui, à mon avis, tient au passage des ans, des années, et puis au fait que c'est dénoué une parole et qu'on a pu arriver à la transmission. Si on réfléchit, j'ai pas fait le calcul exact, mais les historiens souvent disent la génération des enfants veut oublier et celle des petits-enfants pose les questions. Oui. Et probablement, à mon avis, il y a quelque chose qui relève de ça, c'est une intuition, que ce que les parents déportés, survivants de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas pu transmettre à leurs propres enfants, ils ont décidé ou accepté de le transmettre à leurs petits-enfants. Alors, et donc, dans ces années-là, on est bien dans la création d'un discours à l'égard de la 3e, voire la 4e génération. Mais alors, ce musée est extrêmement bien fait puisqu'il est à hauteur d'enfant, vous le disiez, et qu'il reconstitue, un peu comme le musée Grévin, il faut le dire, des tas de communautés avec des enfants qui vivaient en Europe, que ce soit l'Europe de l'Est ou l'Europe des grandes villes. Et ça, il fallait le faire. Et puis, il y a cette fin terrible qui ne mène nulle part, où on voit des rails. Oui, alors c'est vrai que la muséographie est assez audacieuse. Je crois que le musée, l'architecte, c'est Ram Karmi, me semble. Et on reconnaît dans le paysage, d'ailleurs, ce musée, qui est, je trouve, moi, très beau. C'est un grand cône blanc. Et en fait, ce cône, c'est parce que la muséographie est faite en spirale, mais c'est une spirale descendante. Donc, on suit un parcours dans le musée en descendant et plus on descend et plus on approche en fait de l'enfer. Voilà. D'autres ont dit que cette spirale, alors je coupe parce que d'autres ont dit que dans cette spirale blanche, on y voyait aussi une cheminée. Oui, alors certains l'ont interprété de cette manière. Moi, j'ai plutôt vu le Guggenheim de New York. Vous êtes positive. Voilà, j'essaie toujours. C'est vrai que c'est très beau. En plus, c'est dans un paysage de nature avec de la verdure autour. Ça impressionne, hein, ce musée. C'est impressionnant. Ouais. C'est un très beau musée. Alors, il existe. Il y a beaucoup de visiteurs, en tout cas. Pas pour l'instant, on espère que peut-être ça a réouvert en ce moment. Là, le public n'est pas revenu, les écoles ne sont pas revenues et l'équipe s'est activée à la préparation de cette conférence hommage et qui va réunir des intervenants de plusieurs pays. Évidemment, alors j'en dis quelques mots. D'abord, je voudrais qu'on parle aussi de la relation qu'il y a entre Yad Layeled, le musée et l'association, parce que vous n'arrêtez pas. En fait, finalement, le but de Yad Layeled, l'association, c'est de récolter des fonds pour l'envoyer au musée. Mais c'est effectivement une partie des missions. Et d'ailleurs, quand vous adressez un don à notre association, vous pouvez le spécifier. L'autre mission principale et qui nous occupe énormément, sur le terrain aujourd'hui en France, c'est l'enseignement de l'histoire de la Shoah dans les écoles élémentaires de France, mais en s'appuyant sur cette inspiration qu'est le mémorial Yad Layeled. Est-ce qu'ils le font, eux, dans les écoles Yad Layeled? Est-ce qu'ils vont dans toutes les écoles en Israël avec un outil pédagogique? Un lieu, ce que nous n'avons pas, nous. Ils ont un lieu où accueillir ce public. Donc la visite du musée est très importante dans le cadre des ateliers qu'ils organisent avec les élèves. Et ce sont donc les classes qui viennent à Yad Layeled, qui suivent ce parcours à travers cette descente en spirale où sont racontées les étapes de l'exclusion des Juifs et de leur persécution, à hauteur d'enfant, c'est-à-dire aussi avec des panneaux qui sont faciles à lire pour un enfant d'1m40. Et c'est aussi par des voix d'enfants. Un audio guide qui est très très bien fait, que d'ailleurs nous avions aidé à réaliser en français pour le public francophone, raconte à travers des témoignages d'enfants et des voix d'enfants le quotidien des enfants juifs qui ont été amenés à devoir fuir et à se cacher pour échapper aux arrestations. Donc en fait, les fonds que vous récoltez servent à différentes entreprises, que ce soit l'audio guide pour les gens qui viennent
ou alors une autre salle peut-être plus spécifique? Oui, alors nous, on a aidé en particulier à la numérisation des archives du site, de la Maison des combattants des ghettos. On a aidé parfois au renouvellement du matériel au sein du musée, puisque donc 25 ans, il faut quand même de temps en temps renouveler aussi les équipements. Et nous avons aussi aidé à promouvoir ce lieu. Et le promouvoir pour nous, dans cette double casquette, sous cette double casquette de s'adresser aux enseignants de France et de faire connaître un lieu en Israël, a consisté à emmener en Israël des enseignants français. Ça, c'est formidable pour Alors l'entreprise. ça, on l'a fait pendant 12 ans pratiquement. Ça change tout, ça change tout le regard de ces gens. C'est formidable parce qu'ils arrivent avec énormément de questions. Et de préjugés, non? Tout à fait. Ils arrivent avec des préjugés et puis ils repartent avec moins de préjugés mais avec encore plus de questions, souvent avec l'envie de revenir en famille, parce qu'ils sont venus dans un cadre de formation accompagné par l'équipe de notre association et pour vraiment une semaine d'études. Et ils repartent souvent en se rendant compte de la complexité que ne rend pas toujours compte les médias ou en France. Alors, cette conférence qui a lieu le 3 mai, à savoir lundi, je crois. Oui, alors. Qu'est-ce qui va se passer et de quoi s'agit-il? Alors, pour marquer cet anniversaire, l'équipe du Mémorial Yad Layeled a décidé d'organiser cette grande conférence et d'y inviter des représentants d'autres institutions, sœurs, consoeurs, qui ont des actions dans le monde à destination des publics jeunes. Donc c'est très intéressant parce qu'on va entendre et voir se confronter différentes approches pédagogiques. Les intervenants évoqueront la manière dont eux travaillent avec le jeune public, ce qui est la mission pionnière de Yad Layeled, parce que si Yad Layeled fête ses 25 ans, je connais peu d'institutions qui sont aussi âgées dans cette mission. Et ça va être très, très intéressant parce qu'il va y avoir notamment la directrice du mémorial de Johannesburg en Afrique du Sud qui sera présente, le responsable pédagogique du mémorial de la Shoah de Paris qui nous fera part des parcours et de l'élaboration des activités du mémorial. Et je pense... Et vous, Galit? Je pense que je serai là pour saluer. Notre présidente Ada Tujman, évidemment, accueillera le public sur ce Zoom et saluera l'action de Yad Layeled en reconnaissant tout ce que nous devons c'est en à Zoom, ce lieu. Vous êtes fait au Zoom finalement, Galit? Ouais, vous avez été obligée. Oui, bon, ça a des avantages quand même. Oui, on arrive reste chez soi. à faire venir dans nos formations des publics qui sont loin de nous. Alors tout le monde peut y assister? Qu'est-ce qu'on fait? Mais pour pouvoir y assister, comme tout ça est quand même un petit peu sécurisé parce que c'est important de s'y inscrire. Donc vous envoyez un mail à info, donc info au singulier @yadlayeled.org et je vous enverrai en réponse les modalités pour vous s'inscrire à cette conférence et vous recevrez une invitation personnelle à ne pas partager pour pouvoir ensuite suivre ça de 14h30 heure française à 19h. Yad Layeled, ça sera lundi. Alors, puisque ce sont les enfants, on va écouter tout de suite une chanson de Chava Alberstein sur les enfants. Écoutez, elle dit « Réjouissez-vous les enfants ». Car c'est l'été et bientôt ce sera l'hiver. Il n'y a qu'un saut de chat avant que ces deux saisons se rejoignent. C'était Chava Alberstein. On retrouve notre invité Galit Touati pour parler de Yad Layeled. Alors Chava Alberstein dit aux enfants profitez, c'est l'été, bientôt c'est l'hiver. Ceci pour aborder un sujet qui n'est pas très gai, cher Galit. C'est passé samedi, je crois, à Choisy, l'inauguration d'une stèle. Oui, alors chaque année, l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 13e arrondissement, il existe ce type d'association dans tous les arrondissements de Paris. Pour les enfants juifs. Exactement. Ces AMEJ, c'est l'acronyme de Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, ont eu l'initiative des plaques qui sont dans les écoles publiques et qui rappellent le nom des enfants qui fréquentaient ces écoles et qui ont été arrêtés et déportés. C'est dommage qu'il n'y avait pas la même association en 1942. Galit.
Oui, je Alors- sais, on sort de nos clous là. Hein. On sort de nos clous. En Allez. fait, ce qui se passe, c'est que chaque année sont honorées ces plaques. Le 27 janvier, la mairie de Paris et sa direction de la mémoire fleurit les plaques qui sont dans les écoles. Mais il se trouve que les Amèges, à l'origine de ces plaques, c'est-à-dire qu'ils ont recherché l'identité des enfants qui fréquentaient ces écoles ou qui habitaient dans l'arrondissement. Car grâce à un énorme travail qu'ils ont réalisé, on a pu dresser la liste des noms de ces enfants et leur âge. Et il se trouve que les Amèges ont trouvé la trace d'enfants qui n'étaient pas encore scolarisés. Alors que faire avec ces enfants Ouais. dont on ne peut pas mettre de nom sur une plaque dans l'école qu'ils avaient fréquentée puisqu'ils n'avaient même pas eu le temps d'entrer à l'école. Il a donc été décidé que leur nom figurait sur des plaques à l'intérieur des jardins publics, ce qui est très symbolique quand on sait que les jardins publics étaient interdits aux enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc samedi, nous étions conviés par la mairie du 13e et la mèche du 13e à fleurir cette plaque qui compte 36 noms de tout petits enfants juifs déportés et non Vous les scolarisés. avez pas là, Galit, les noms. Alors, je n'ai pas la liste sous les yeux. Des prénoms aussi divers que Pierre, Paul et Jacques. Ouais. Des noms de famille à Un peu consonance compliqués. un peu polonaise quand même. Le plus jeune d'entre eux avait 5 mois. Ouais. Donc c'était important. Alors est-ce que vous participez à ce genre de stèle financièrement ou c'est uniquement symboliquement que vous venez amener des roses? Nous sommes arrivés après la réalisation de ces stèles, mais aujourd'hui nous avons à cœur d'être aux côtés des Amèges pour les fleurir chaque année. Juste les fleurir, ils ne vous demandent pas une contribution financière? Non, la mairie prend en charge. Nous avons évidemment apporté notre bouquet et moi Et vous j'avais avez un choisi... impact là-dessus? Vous pouvez par exemple, si vous savez qu'il y a eu tant d'enfants déportés à Lyon qui n'étaient pas scolarisés, vous pouvez prendre votre téléphone, appeler la mairie et dire voilà, on voudrait qu'il y ait une stèle pour ces enfants. Alors, il faut d'abord faire aboutir le travail de recherche pour vérifier. Souvent, les recherches des Amèges croisent le Vos mémorial ouais. de Serge Klarsfeld. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a abouti à la réalisation d'une liste précise de ces enfants et d'un projet de stèle. Tout ça se fait quand même sous l'égide des communes et des municipalités qui donnent leur accord parce qu'on ne peut pas installer une plaque n'importe où dans Bien Paris sûr. si on le souhaite. Tout ça est très réglementé. Mais il n'empêche que c'est assez impressionnant de voir dans les jardins publics. Il y en a beaucoup Il y en à a Paris. beaucoup à Beaucoup, Paris. Je beaucoup, n'ai jamais vraiment vu. Dans mais... le square de Bretagne, dans Ouais. le square Viviani dans le 5e, dans le square Lamartine dans le 16e. Donc c'est des stèles avec dans le les nom squares du d'enfants 8e. qui n'ont pas été scolarisés Voilà. et qui ont été déportés à Auschwitz. Voilà, et cette stèle rappelle que 11 500 enfants ont été déportés de France. Parmi les 76 000 juifs Donc arrêtés. dans ces stèles, c'est ceux qui sont morts ou il y en a qui sont revenus en fait, Galit? Ouais, c'est difficile. C'était de tellement savoir. petit cela que je n'ai pas de souvenir. Sur les stèles les plaques qui sont dans les écoles, quand les enfants, parce que on dit enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, quand ils ont survécu, c'est indiqué. D'accord. Alors justement, c'était pas un enfant, il était post-adolescent. L'historien Marc Ferraud vient de mourir. Sa mère a été déportée à Auschwitz, je crois, en 1943. Vous avez retenu quelque chose de cet historien, vous qui êtes historienne, Galit Touati, à la base. Oui. T'aurais pu être un enfant d'Yad Layeled. Oui, tout à fait. Bon, moi, j'avoue que Marc Ferraud, pour moi, j'ai appris cette nouvelle avec, disons, de la nostalgie. Il incarne pour moi le grand historien, l'historien total. Et quand j'ai effectivement fait mes études d'histoire dans les années 90, il était cette référence qui nous a permis toute une génération d'aborder d'une autre manière l'historiographie, et à savoir par l'histoire culturelle. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est la place qu'il a réservée au cinéma, à travers les émissions d'histoire parallèle, mais surtout des écrits qui ont légitimé d'utiliser le film comme ressource pour l'historien. Et je relisais récemment que Marc Ferraud accordait beaucoup d'importance au hors-champ.
Le hors-champ, c'est ce qu'on ne voit pas dans l'image, ce que ne saisit pas la caméra. Et c'est une manière d'écrire l'histoire en creux. Et la réflexion que cela m'a inspirée, c'est que, dans le fond, le travail de Yad Layeled, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'on écrit une histoire en creux en racontant l'histoire du sauvetage des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des solidarités qui ont permis leur survie, eh bien, nous disons en creux l'histoire des 11 500 enfants juifs qui n'ont pas été sauvés et qui ont été déportés. Et ça, c'est notre approche pionnière. Je pense que c'est ça qui sera évoqué avec Yad Layeled lundi. C'est une très belle histoire, Galit. On va reparler du site. Vous allez le mentionner et dire que, évidemment, cette histoire sans parole qui est incroyable, dont on a parlé ici plusieurs fois, on peut la voir sur le site, on peut l'obtenir, en tout cas la regarder, l'imprimer. Oui, alors une histoire sans parole qui a été donc lancée en novembre dernier est toujours disponible sur le site internet www.l'enfantetlashoah.org. Vous pouvez le télécharger complètement. Je suis à chaque fois plus enthousiasmée par ce projet dont nous avons des échos de plus en plus positifs. Et puis, j'espère qu'on fera, c'est le nouveau projet, parce que vous savez, moi je fonctionne avec des projets. À chaque fois, j'ai besoin d'avoir quelque chose en tête, à tel point que je me dis que c'est tellement beau dessin de Hervé Dufaux, si on pouvait en faire une petite exposition, ce serait une belle idée. Eh bien alors pourquoi pas, faisons ça. Et surtout, ce que je voulais vous dire, Galit, c'est tellement important pour les enfants d'aborder cette histoire terrible avec des planches en couleur. Et avant, ça n'existait pas, il n'y avait que des photos noir et blanc, on voyait des cadavres ou des enfants dans les ghettos. Et je trouve ce que vous faites, c'est extraordinaire pour colorier cette mémoire en noir et blanc. Oui, parce que ces enfants avaient une vie. Oui, ces enfants avaient une vie. Merci beaucoup, Galit. On écoute quelqu'un qui a été un enfant de déporté. C'est un chanteur. Il s'appelle Yehuda Poliker. Il est israélien. Et il a écrit beaucoup de chansons sur qu'est-ce que c'est qu'être un enfant de survivant. On l'écoute au mois prochain, Galit. À bientôt. Merci.